Bonjour à tous, bienvenue à cette 12e édition des Deauville Green Awards de Deauville. Ça commence bien, je me chauffe un peu. Donc voilà, donc je suis Valérie Zoïdo, l'animatrice donc de cette session de pitch. Je suis donc experte en nouveaux récits, justement, on va en parler aujourd'hui. Donc à l'initiative de l'Assemblée citoyenne des imaginaires. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Perchet. Bonjour. d'Eco Studio. Bonjour Raphaël. Bonjour. Qui fera partie d'un de nos panélistes, qui écoutera donc les pitchs d'aujourd'hui. Bienvenue à Vincent Le Goff. Bonjour. Du Ushuaïa TV. Et bienvenue à notre réalisateur de documentaire qui s'était perdu en route et qui est Pascal Moret. Bienvenue Pascal. Donc nous avons normalement en Zoom Birgit, qui devrait être avec nous, de l'étranger. Et Peter, est-ce que Peter est avec nous? Eh bien, pas encore. Écoutez, Il arrivera. C'est à l'image de la transition. Nous sommes ancrés dans le moment présent et nous dansons avec ce qui est. Donc, nous allons tout de suite accueillir donc, le premier pitcher sur le projet Phébus, qui donc, a priori, va nous raconter l'obsolescence programmée et ce fameux cartel de Phébus. Je vous en prie, bienvenue. Bonjour. Alors Thibaut Ciné, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, si je prends la lumière, c'est pour vous parler de la lumière. À une époque où on nous demande de revoir nos habitudes de consommation, où on nous demande de changer nos ampoules à incandescence en ampoules LED, il me semblait important de revenir sur l'histoire de l'ampoule et sur l'histoire du premier cartel industriel d'obsolescence programmée qui s'appelle Phébus. Librement inspiré de ce fait réel, l'histoire se passe en 1924. Georges Cattelan, un scientifique de la firme de la Compagnie des Lampes, rêve de réaliser la lampe du futur inusable. Mais pour l'heure, il accumule les échecs, mais ne se décourage pas. Épaulé par Albert, le directeur du laboratoire de recherche, et de la charmante Jeanne, qui l'aide à structurer ses recherches, ils aboutissent à réaliser cette ampoule inusable. Il décide de publier un article dans une revue scientifique respectée. Cette revue arrive sur le bureau de tous les PDG du monde entier, qui voient là une menace pour l'industrie, et les syndicats voient une menace pour les emplois. Les PDG se réunissent donc à Genève pour fonder ensemble le cartel Phébus. Pour eux, un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires. Ils publient un démenti pour étouffer cette affaire et déploient toutes les manœuvres pour discréditer le travail de Georges. Le cartel décide de se partager les pays, de se partager les brevets et de réduire la durée de vie des lampes à 1000 heures. Georges refuse de se plier aux injonctions du cartel, comprenant que l'esprit spéculatif a pris le pas sur l'esprit inventif. Il devient donc un lanceur d'alerte au moment où le cartel déploie tous les moyens pour le réduire au silence. L'objectif de cette histoire, elle est double. Elle est de raconter l'histoire de l'industrie des lampes. Elle est de revenir sur l'histoire de l'obsolescence programmée, auquel aujourd'hui on est toujours confronté sur tous les objets de notre quotidien. Et elle invite à construire une poétique de l'image, une poétique de la lumière, un élément clé du cinéma. Les images que vous voyez là, justement, sont en partie des documents historiques et des documents générés par l'intelligence artificielle. Voilà mon histoire. Merci Thibaut. Alors du coup, on va peut-être procéder à des questions. Moi, j'en ai une, peut-être pour commencer, avant que vous vous lanciez. Donc pourquoi avoir choisi ce thème de l'obsolescence programmée et pas forcément celui de l'obsolescence positive, qui aujourd'hui est aussi un thème qui est traité? Alors, c'est lié à mon parcours.
Je ne suis pas issu du cinéma. Mon métier, je suis scénographe de profession. Je travaille dans le spectacle vivant. Et en ce moment, dans le spectacle vivant, on a des vrais enjeux sur justement changer les éclairages en lumière LED. Et c'est en partant de ce questionnement aujourd'hui des nouvelles technologies, qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes industriels qui nous invitent à revoir tout notre processus. Et voilà, c'est comme ça qu'est né le questionnement sur l'obsolescence programmée. Qui a d'ailleurs fait l'objet d'une loi au Parlement il y a quelques années. Alors, quelles sont les réactions comme ça à l'écoute? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que, en tant que professionnel, donc des nouveaux récits, est-ce que d'abord c'est un nouveau récit? En tout cas, c'est une histoire qui est assez étonnante sur le principe et qui m'intrigue beaucoup. Mais je ne me rappelle plus si on nous l'a dit ou pas, mais est-ce que vous voyez ça sous forme d'une fiction plus ou moins longue, sous forme d'une série, sous forme de... Je suis parti sur la création d'un long métrage. De fiction. De fiction. Donc avec des personnages. Et pour donner quelques éléments clés historiques, Thomas Edison, quand il a produit sa première ampoule, elle avait une durée de vie de 1500 heures. Et il y a eu un vrai brevet qui a été déposé pour une ampoule inusable. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous voulez nous démontrer avec ce film? En fait, je voudrais démontrer justement qu'aujourd'hui, il y a des enjeux. Je parle aussi des syndicats. Il y a autant les enjeux industriels des PDG, il y a aussi les enjeux des emplois. Et qu'est-ce que ça implique de produire aujourd'hui et qu'on est obligé malgré tout, de produire quelque chose, même s'il s'use. Aujourd'hui, la question elle est de la réparabilité des choses. Ou de changer les choses. Mais aujourd'hui, par exemple, les lampes LED qu'on nous propose, elles sont pas forcément, elles ne durent pas forcément plus longtemps. Donc voilà, c'est aussi de questionner aujourd'hui notre monde, justement, qui nous invite à changer, à revoir beaucoup de choses, alors qu'il y avait des choses qui existaient déjà, qui étaient très bien. Et voilà. C'est plus pour inviter à réfléchir et à connaître l'histoire justement de l'obsolescence programmée. Donc, votre idée, c'est de l'écrire, cette histoire, ou de le réaliser, ou les deux? Alors, pour l'instant, mon idée, elle est d'écrire l'histoire. J'ai commencé à écrire le scénario. Mais l'idée, c'est de trouver un réalisateur, justement, pour apporter aussi sa patte filmique. Mais moi, comme mon travail, justement, d'être scénographe, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir une implication plus dans l'écriture artistique et graphique du film. Et est-ce que... désolée, parce que je vais vous demander un peu de spoiler la fin, mais est-ce qu'il y a la possibilité, justement, d'un dépassement à la fin de votre récit par rapport à cette question de l'obsolescence programmée, justement vers aujourd'hui des nouveaux designs, d'éco-conception, etc., qui appellent l'obsolescence positive, justement. J'en reviens à ma question du début, mais parce que, en fait, en termes de nouveaux récits, c'est super, d'éclairer, d'informer sur des situations, mais dans le fond, le nouveau récit, c'est aussi de faire de la visualisation de futurs possibles et souhaitables. Donc, est-ce que vous avez prévu ça dans votre scénario? Alors, pour l'instant, dans ma fin, c'est justement la révélation. Justement, en tant que lanceur d'alerte, il arrive à publier, à révéler au grand public et à faire que le cartel soit dissous. Donc voilà, il arrive à faire entendre aussi au grand public qu'il s'est fait aussi avoir à lui faire croire qu'une ampoule de 1000 heures, on ne peut pas faire mieux. Donc voilà, ça invite quand même à une réflexion de qu'est-ce qu'on nous produit, qu'est-ce qu'on nous vend, comment on consomme. Donc, le nouvel imaginaire, c'est voilà, comment consommer mieux. Mais en tout cas, bravo de vous lancer dans l'écriture d'un scénario, si c'est la première fois, parce que c'est quand même une sacrée entreprise. Ce que je trouve très très beau dans ce projet, c'est qu'il réussit à réunir un certain nombre d'éléments qui sont pas toujours réunis au sein d'un même projet. D'une part, je trouve la promesse d'un genre thriller d'époque excitant d'un point de vue d'entertainment, et avec en même temps un message qui est aujourd'hui plus que jamais d'actualité.
et la possibilité vraiment d'allier à la fois l'émotion avec une réflexion derrière, mais surtout aussi un bouche à oreille autour d'un bon film thriller où on découvrirait une histoire qui nous ferait ensuite réfléchir. Ensuite, je pense qu'il y a ce qui est difficile dans ce genre de récit, c'est qu'on a envie de parler d'un sujet, mais c'est une histoire qu'il faut qu'on raconte. Et qu'il faut qu'on raconte sur 1h30, et ça veut dire du coup développer des personnages très intéressants, très riches, ayant chacun une tête, qui ne soient pas juste des archétypes du syndicaliste, du lanceur d'alerte, mais qu'on arrive à dépasser la fable pour aller vraiment vers l'aventure humaine, séquence après séquence. Et ça, c'est un sacré boulot pour le coup. C'est pour ça que je vous dis bonne chance et bravo de vous lancer là-dedans. En tout cas, je trouve qu'il y a des très très bons éléments dans ce projet d'un point de vue film de fiction à impact qui pourrait avoir une portée grand public. Merci. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Il n'y avait plus d'autres questions pour Thibaut. Un grand bravo, merci. Donc, je vais appeler tout de suite le projet Yamas, qui associe la danse et le handicap. Alors, bonjour, je vous en prie, la parole est à vous. Bonjour. Danse et handicap, c'est déjà réducteur en fait finalement. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est un film documentaire. C'est un projet de film documentaire qui va être un feel-good movie. Un feel-good movie qui parle d'écologie solidaire, qui parle d'engagement à faire société, qui parle d'entraide, d'altérité. C'est un film qui milite pour le vivre ensemble en fait. Voilà. Au rythme de la hip-hop et de la breakdance. Et c'est l'histoire d'une communauté issue des quartiers de Villers-le-Bel et Sarcelles. Ils viennent de quartiers défavorisés, certains sont des réfugiés, d'autres sont porteurs de handicap physique ou mental, et ils dansent ensemble sur les scènes nationales et internationales au sein de la compagnie de danse Décabel. Cette compagnie, elle a été créée il y a une quinzaine d'années par la chorégraphe Sophie Bulbulian, et qui fait un travail extraordinaire, magnifique, de générosité, et qui a été la première compagnie de danse hip-hop à accueillir des personnes en situation de handicap physique. Voilà, donc YAMAS, en fait, c'est l'acronyme de Younis, Adeline, Miché, André et Sophia, qui ont été les premiers danseurs en situation de handicap à rejoindre la compagnie. Et maintenant, toute personne en situation de handicap qui danse avec eux, on les appelle les Yamas. Voilà, d'où le titre. Alors, on peut voir, il y a des images qui vont défiler, qui montrent un petit peu le film, enfin pas le film vraiment, mais c'est un espèce de mood, en fait, on va dire. L'histoire, elle commence forcément dans un foyer pour adultes handicapés, polyhandicapés même, et puis se terminera par un climax forcément émouvant sur une scène internationale devant une public ovation, une standing ovation, comme à chaque fois qu'ils se produisent en fait. Voilà, et ça, ce sera une standing ovation qui aura lieu à Lisbonne, par exemple, à Athènes, en Grèce, à Bremen, en Allemagne, à Halich, où ils ont un contrat Balich, en Autriche, capitale culturelle européenne 2024, où ils ont été achetés. Et puis peut-être même au Ghana, en Afrique, ou au Canada. Et entre ces deux moments, entre Sarcelles et la Standing Ovation, moi, ce que je vais vous raconter, en fait, c'est un road movie. Un road movie, c'est l'histoire d'une tournée internationale, en fait, avec des personnes en situation de handicap, qui sera racontée à plusieurs fois par des personnages forts, des personnages qui luttent pour de la résilience et qui vivent ensemble, en fait, des moments singuliers. C'est un collectif d'artistes généreux qui donnent tout pour vivre ensemble, pour danser ensemble, pour s'éclater ensemble.
au-delà de leurs différences, au-delà de leur singularité, en fait. C'est ça qui est génial. On va découvrir Miché, par exemple, qui souffre d'une infirmité moteur cérébrale, qui est paraplégique, qui ne parle pas, qui n'est pas autonome et qui se fait comprendre par tout le monde. Tout le monde parle Miché dans la compagnie. Très vite, on arrivera à le comprendre, Miché. Et puis, on a Sophia, fragile. On me donne des indications pour le micro. Voilà, comme ça, c'est mieux. OK. On a Sophia, fragile et paraplégique aussi, qu'on voit là, qui fait des crises d'épilepsie à répétition et qui est sous la bienveillance du groupe et qui danse d'une façon sensuelle et qui redécouvre son corps à chaque fois qu'elle rentre sur scène, en fait. Voilà. Donc c'est vraiment une aventure humaine et artistique qu'on va vivre, et il va y avoir des péripéties, il va y avoir de l'émotion, il va y avoir de la sensualité, de la beauté. Voilà. Il y a aussi évidemment dans les personnages, il y a Nathalie qui s'occupe d'accompagner ces personnes pas autonomes, donc, et d'assurer leur bien-être dans tous les déplacements qu'ils font. C'est là où il va y avoir de l'altérité, effectivement. Et puis évidemment, on a Sophie qui est la chorégraphe engagée, qui produit son art et la beauté de ses corps singuliers partout dans le monde et qui embarque tout ce petit monde avec elle. Voilà. Des péripéties, des galères de voyage, des situations extraordinaires. Là, on va vraiment parler d'inclusion dans la société, l'inclusion du handicap dans la société. C'est aussi une grande leçon de courage que de voir ces gens sortir de leur zone de confort, entre guillemets, pour aller s'aventurer dans des endroits, dans des pays qui n'ont pas toujours été, qui ne sont pas à la pointe de l'inclusion. Sachant qu'en France, on est quand même très, très, très en retard. Hein. Voilà. L'émotion avec les résidences artistiques, les moments où ils sont dans la création, où les corps se cherchent, on est bien d'accord que ce sont des personnes en situation de handicap professionnels et danseurs professionnels et amateurs, et sans handicap professionnels et amateurs aussi. Et ils vont créer ensemble, ils vont travailler ensemble. Et c'est très intéressant de voir la complémentarité de ces corps, de voir comment finalement le corps handicapé avec ses limites trouve l'extension dans le corps dansé, dans la danse avec le corps, avec l'autre. Et du coup, ils inventent des positions, ils inventent des chorégraphies très, très extraordinaires là-dessus. Le porter, voilà. Donc du coup, ces personnes qui vivent assis sur des fauteuils ou qui ont des mouvements limités, etc., ont tout d'un coup accès à d'autres formes de mouvements qui sont et à la beauté en fait. Hein, voilà. Et puis des moments magiques parce que c'est une troupe engagée et à chaque fois qu'ils vont sur scène ou qu'ils vont faire une résidence quelque part, ils accompagnent ça avec des stages de danse inclusive avec les publics vulnérables qui sont autour d'eux. Par exemple, à Marseille, dans les quartiers nord, à la Belle de Mai, au pied des immeubles. Par exemple, à Lisbonne, où ils ont travaillé avec un groupe d'adolescents délinquants et violents. Ils ont fait un stage de danse inclusive avec eux. Ils ont fait un stage de danse en Hongrie, dans un camp de Roms, où ils ont partagé leur culture, la culture de la hip-hop à la française et la culture de toute la culture rome, qui elle aussi souffre d'exclusion, puisque c'est un film sur l'inclusion quand même. Et puis pareil, jusqu'en Grèce, où ils ont fait des sessions de danse avec... ils ont fait des belles sessions de danse avec des réfugiés rescapés de la Méditerranée. Voilà. Et donc à chaque fois, c'est ce cheminement de la peur de l'autre, c'est ce cheminement de la peur de la différence vers l'acceptation, vers le danser ensemble, vers le faire ensemble, vers le vivre ensemble. Et c'est ce qui est très très beau dans ce projet. Et c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Un grand merci. Oui, c'est vraiment les images, je ne sais pas si elles continuent à défiler pour les spectateurs, mais elles sont vraiment sublimes. Il y a effectivement beaucoup d'émotions, beaucoup de sensualité, de très très belles séquences. Et effectivement, il y a beaucoup aussi on sent que la transformation des personnages est vraiment liée, comme vous dites, à la mise en mouvement, à l'émotionnel. Enfin, il y a vraiment ce parallèle-là avec la danse. Et justement,
ce mélange entre la vulnérabilité, la puissance, la force. Voilà, ça donne vraiment très très envie. Donc voilà, je vous invite donc du coup à poser vos questions si vous voulez en savoir plus. Non, moi, ce que je trouve très beau dans ce projet, dans ton projet, c'est, tu vois, pour arriver à faire des images comme ça, je sais combien il t'a fallu du temps pour y arriver. Oui. Et ça aussi, c'est intéressant comme histoire. C'est-à-dire que ça fait moins 5 ans que je suis cette compagnie de danse, à peu près. Ça fait 5 ans que C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup dans le secteur du... Je suis réalisateur, auteur-réalisateur. Je travaille beaucoup dans le secteur du médico-social, pour des congrégations, des associations, des fondations. Et je me suis forcément devant les écrans, quand on se retrouve avec ces corps un petit peu, on se pose la question de l'esthétique de la différence. Et aujourd'hui, donc, je me suis dit, il faut faire un film sur l'esthétique de la différence. Et aujourd'hui, vous voyez, 5 ans depuis que je côtoie ces gens-là, on ne parle plus d'esthétique de la différence, on va parler de la beauté de nos singularités. Voilà. Voilà. Alors, on vous sent vraiment habité par le sujet, mais au point que c'est très riche ce dont vous parlez. J'ai l'impression que vous avez une somme d'images faramineuses. Moi, je suis attaché au format parce que je viens de la télévision. Du coup, est-ce que ça peut tenir dans un documentaire classique, ou est-ce que c'est pas plus destiné, vu le type de narration, à une série, enfin, qui avance après avec comme climax effectivement la représentation à la fin à Lisbonne, si jamais je comprends bien, ou le concours de danse à la fin? Alors, j'ai effectivement cette ambiguïté pour l'instant sur le format. Je vous ai parlé d'un format documentaire classique. Et puis moi, je cherche effectivement un producteur ou un diffuseur qui puisse m'accompagner là-dessus. Mais l'idée de la série, je pense, pourrait très bien être adaptée à ce type de projet aussi, effectivement. Alors moi j'ai une question sur d'autant plus si vous pensez à la série, c'est aujourd'hui on voit bien que dans la fiction et le documentaire, les genres se mélangent dans la narration. Et d'autant plus si c'est une série, ça nécessite vraiment une narration forte, avec des péripéties précises, des arches, des sous-arches, des méta-arches. Et est-ce que c'est trop tôt, ou est-ce que vous avez déjà une idée de quelles péripéties pourraient se passer au-delà de la préparation du spectacle, qui sera le climax de la fin? Parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nécessaire pour pouvoir maintenir cette narration. Oui, je suis absolument d'accord avec ça. Et ouais, il va y en avoir. Bon, le côté road movie, le côté péripétie, quand on a une valise qui se perd en transit dans un vol, bon, ok. Quand c'est un fauteuil roulant, ça devient plus compliqué. Bon, c'est une petite péripétie, mais qui parle d'inclusion. Quand ils arrivent pour la première fois dans une école primaire ou dans un collège, et que quand les enfants voient ces corps handicapés et se mettent à pleurer, et se disent « je peux pas », et qu'ensuite le travail se fait, la rencontre se joue, etc., et à ce moment-là, et qu'ensuite ils vont se produire sur scène, dans la scène de la ville où ils sont, etc., et faire une danse inclusive ensemble, c'est magnifique. Et très très vite, la connexion se fait. Je pense que tout le sujet du film, il est là. Pour moi, c'est un film nécessaire. Je vais vous dire pourquoi c'est un film nécessaire, et je pense que les péripéties, on va les trouver. Il y en a d'autres. Il y a les conflits intérieurs, il y a des personnages, j'imagine, le petit saboteur qui va venir un peu... Il y a le fait de pousser son corps, le fait de pousser son corps à ses limites, le fait de dire « mais si tu peux y arriver, ça tu peux le faire », etc. La fatigabilité, parce que quand on est en situation de handicap, on est fatigable. Et donc il va y avoir des moments où ils vont péter les plombs, ils craquent. Il y a des moments où c'est dur, il y a des moments où ils ne peuvent plus se concentrer. Et il y a tout ça qui est géré. Et j'ai envie de dire que c'est un film nécessaire parce que
Aujourd'hui, on est dans une période de crise mondiale et de crise du lien social aussi. C'est un peu le combat que je souhaite mener, moi. Et qu'ils mènent. Enfin, c'est même pas moi, je devrais même pas parler de moi, c'est eux. Le combat qu'ils mènent, c'est vraiment celui de la rencontre. C'est parce que cette crise du lien social, elle touche d'abord les plus vulnérables d'entre nous. Elle touche les personnes en situation de handicap, elle touche les personnes les plus vulnérables, etc. Et eux, ils vont là et ils vont danser avec les personnes les plus vulnérables, dans les villes, partout où ils vont, etc. Ils vont créer ce lien, ils vont créer ce... Voilà. Effectivement, quand ils se retrouvent... J'y étais pas à Lisbonne, hein, mais ça a été dur au début à Lisbonne, quoi, cette confrontation avec ce public adolescent, violent, déscolarisé, à qui on va demander de danser, avec des gars qui sont même pas capables de marcher et tout juste de parler. Donc voilà. Et ça se fait, quoi. Et ça marche. Et vraiment, c'est de la beauté, quoi. Est-ce que dans le parcours que tu proposes avec eux, c'est-à-dire les suivre dans leur création, etc., tu vas aussi t'intéresser à ce qu'ils pensent? On va devoir passer Justement, à la prochaine, oui. mais pour penser aux autres qui passent après. Mais peut-être voilà, une petite dernière réponse et après on passe... voilà. C'est-à-dire que dans la phase de création, je pense que c'est là où la parole se libère et où on va révéler l'intime. Je voudrais juste... J'ai reçu un mail hier, en fait. Je vais juste le lire. Et puis après, je m'éclipse. Parce que c'est une belle nouvelle, en fait. Une belle récompense, 3 points d'exclamation. Après de nombreux mois de travail, nous pouvons annoncer que notre prochaine pièce chorégraphique inclusive et participative, C'est beau, c'est le nom de la pièce, est labellisée sur Paris 2024 et fera partie de la programmation culturelle des JO Paris 2024. Cette nouvelle création offrira au monde une vision particulière, singulière et sensible de la beauté, empreinte de toutes ces notions en symbiose avec les lieux traversés et leurs habitants. Bravo. Voilà une arène. Comment ? Voilà un enjeu et une arène. Ah bah oui, là c'est extraordinaire. Voilà. Ah bah oui, oui. Là pour faire des séquences, c'est nickel, quoi. Donc un vrai nouveau récit. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce message aussi sociétal dans le cadre de la transition sur la vulnérabilité, l'inclusion et le vivre ensemble. Merci beaucoup pour ce projet Yamas. Donc maintenant, on va appeler pour le pitch de Dans les ténèbres. Bonjour. Alors Jérémy Palanque, vous êtes le producteur du documentaire. C'est bien ça, enchanté. Ah si, ça marche, c'est bon. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Déjà, j'aimerais remercier les équipes du Festival du film responsable de nous avoir sélectionnés et de nous permettre de venir et surtout de permettre de mettre en lumière notre film. Ça va un peu reprendre ce qu'a dit tout à l'heure le projet Phileas, mais notre documentaire, il s'agit aussi justement de lumière et d'électricité. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de courant, ce serait dommage. Je vais vous montrer une petite vidéo. Ça incarnerait l'histoire. Mais voilà, ça incarnerait l'histoire parce que, eh ben, mine de rien, dans certains pays, justement, c'est courant qu'il y ait des coupures d'électricité. Donc là, je travaille avec Neisheni Aboubaya, le réalisateur, depuis 2021, et je vous avouerai que c'est très compliqué de travailler avec lui. Non pas parce que c'est un réalisateur difficile, hein. Non, bien au contraire. C'est juste qu'on a de nombreux délestages d'électricité qui rendent les communications entre la France et le Zimbabwe très compliquées. D'ailleurs, il a préparé une petite vidéo qui était non sans mal avec les problèmes d'électricité et de réseau hier, notamment. Et il faut savoir qu'au Zimbabwe, actuellement, le pays bénéficie, entre guillemets, de 4 à 6 heures d'électricité par jour. Et c'est là le point de départ de notre documentaire. L'an dernier, on a eu peur qu'il y ait eu des manques d'électricité en France. C'est pour ça qu'on a réouvert la centrale de charbon de Santavol dans Moselle. Et ben, au Zimbabwe, le charbon, c'est la matière première nécessaire, indispensable pour générer de l'électricité. Donc mon réalisateur Neiche est actuellement au Zimbabwe, il vit au Zimbabwe, mais il était important pour moi de lui donner la parole. Donc je vous laisse avoir le message et sa petite vidéo. Allô, allô.
My name is Nashin Yambaya. I'm the director of Into Darkness, a film which invites you on a journey deep into Zimbabwe's coal country. The film follows electricity itself, tracing it from our households, across the national grid, all the way into its dark, deep origins in the earth as coal. It's this thing that's causing all our problems. You see, coal here in Zimbabwe is mined in Hwange. Hwange is home to our largest national park. It's about the size of Belgium, and the second largest elephant sanctuary in the world. Right now, there are 12 Chinese companies currently mining for coal. Some of them in the park, right inside. It's devastating, but state-sanctioned, supported by the government, so people are afraid to speak out and afraid to tell the story. Our film invites you on an immersive, cinematic, and meditative journey. It relies less on dialogue and more on its poetic visuals in telling its narrative, accentuated with intricate sound design and a powerful, moving score. The following reel presents the world of our story, the tone and atmosphere and visual style we're going for. Thank you so much. Plus de micro aussi, c'est bon. C'est bon. Effectivement, la musique, comme la promesse qu'avait faite le réalisateur, est vraiment au rendez-vous avec ce Lacrimosa.
Est-ce que, à tout hasard, il va être dans son film, le réalisateur? Est-ce qu'il va être un personnage? Est-ce qu'il a vraiment une lumière et vraiment quelque Non. chose de très particulier? C'est dommage qu'il soit pas dedans. C'est le propre des Zimbabwéens, j'ai envie de dire. C'est D'accord. leur particularité de s'exprimer avec, on va dire, de l'over-sentiment, de l'over-émotion. Ouais. Et c'est pour ça que je tenais quand même à ce qu'ils prennent la parole, même s'il n'est pas présentement avec nous. Enfin, pas en direct, je veux dire. C'est pour montrer que voilà, c'est un peuple qui profite de la vie, qui aspire à se développer, mais qui est encore sous le joug d'une dictature, qui ose passer des contrats contre le peuple au final, puisque en termes de géopolitique aujourd'hui, ils fournissent la Namibie, le Botswana, l'Afrique du Sud, mais pour des sanctions, ils sont coupés de leur propre électricité. Et eux, ils n'ont pas d'énergie nucléaire, ils ont l'énergie solaire, mais qui n'est offerte accessible qu'aux plus riches. Et ils vont jusqu'à miner dans la plus grande réserve du pays, qui fait la taille de la Belgique, et qui aujourd'hui a des conséquences dévastatrices sur la faune, sur la flore et les habitants. En tout cas, les images sont sublimes, la musique est sublime. Alors les images, c'est juste une démo réelle Ouais. pour donner une atmosphère, mais c'est pris à droite à gauche. Ouais. Non, il n'a pas pu tourner encore, étant donné qu'on est en développement. On fait la recherche terrain des personnages en espérant de trouver des personnes qui veuillent bien parler, surtout les miniers chinois. Mais on fait très attention parce que ça reste une dictature et demain, il peut très bien juste disparaître. D'accord. Alors, des questions sur ce documentaire de ce réalisateur extrêmement lumineux et charismatique. Ouais, alors moi, ma première question, c'est, il parlait de laisser parler les images qui sont effectivement magnifiques, mais du coup, à la fois dans sa tête et dans la vôtre, l'idée c'est quoi? C'est quand même de l'investigation ou c'est juste vraiment une photo de ce qui se passe et une dénonciation, mais voilà. Il y aura une approche. Allô? Oui, il y aura une approche expérimentale. On va vraiment suivre l'électricité comme un personnage. Et c'est pour ça que, comme il disait, on va partir du foyer, on va remonter tout le réseau électrique jusqu'à arriver au parc. Et au fil de ce chemin, ça va être de trouver des gens qui puissent parler de ce besoin d'avoir de l'électricité qui est pour, on va dire, les civilisations évoluées, entre guillemets, puisqu'eux, ils sont encore des fois à fonctionner à l'ancien temps. Et quand ils mettent une machine, ça s'arrête. Quand ils regardent un match de foot, ça s'arrête. Et il va aller interroger jusqu'aux gardes forestiers qui s'occupent du parc, qui ne peuvent rien faire si ce n'est accepter ce que la dictature leur impose, aller au contact des Chinois qui savent qu'ils pillent un pays et qu'ils exportent, enfin ils utilisent pour le pays, mais ils exportent beaucoup pour la Chine aussi. Et de remonter aux villageois et enfin à des avocats qui osent attaquer le gouvernement en procès. Et là, il y a tout ce travail de rechercher les meilleurs personnages et ceux qui prendraient le moins de risques parce qu'ils sont déjà officiellement engagés et toujours vivants. Est-ce qu'il n'y a pas un risque dans le fait de finalement parier sur le fait que l'électricité est le personnage principal? Dans le fond, on a plus de mal à entrer en empathie avec un concept qu'avec un perso. Et c'est pour ça que je me disais que cette personne qui... Bon, j'ai compris qu'il y avait des enjeux politiques, etc., mais quand je l'ai vu parler, personnellement, j'ai tout de suite eu envie d'adhérer à son projet et à son regard parce que il a vraiment un truc. Mais bon, j'ai compris qu'il y avait un enjeu, quoi. Ma question, c'était un peu ça. Ouais. C'est un peu film d'auteur, Ouais. très beau, très léché, versus investigation, C'est ça. un peu plus engagée. D'où l'approche expérimentale. C'est vraiment un documentaire court, on est sur maximum 30 minutes. Et le but, c'est qu'il ait ce double langage de juste suivre un élément qui est qui est non humain au final, mais de lui donner vie parce que c'est cet élément qui donne vie au reste du pays. Parce que quand il n'est plus là, c'est presque qu'il s'éteigne en fait. Donc on est sur du 26 minutes alors. Pour Comme l'instant, format. 30 minutes, on est sur un format libre, on n'est pas encore dans D'accord, un oui, format c'est télé. pas un format télé. Ok. Non. Alors, une dernière question et puis après on passe au prochain projet. En fait, moi, je sais pas si c'est plutôt dans l'écriture que j'avais une question. C'est joli de montrer, de dénoncer, de montrer ce qui se passe. C'est très joli, mais est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que là-bas, ils ont des solutions? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il y a des trucs... comment ils font pour résister contre ça? Est-ce qu'on va continuer comme ça à détruire cette terre-là? Tu vois, je trouve que c'est ça un peu qui est quelque chose de difficile. Je suis assez d'accord. Voilà, c'est bon. C'est vrai que comme on est quand même dans un festival qui porte les nouveaux récits,
c'est quand même important de rappeler ça. Merci Pascal. C'est-à-dire, est-ce que, au-delà de la dénonciation, est-ce qu'on propose quand même une visualisation, voilà, au-delà des solutions, voilà, d'un nouveau modèle sociétal? Qu'est-ce qui se passe localement? Quels sont les acteurs? Si je peux me permettre pour ajouter Ouais. sur ce que tu dis Je justement, t'en prie, Pascal. c'est aujourd'hui quand même des films de catastrophes comme ça, on en a beaucoup, on en a de nombreux exemples. Maintenant, il faut trouver un angle de vue dans l'histoire qu'on a racontée. C'est terrible ce qu'on est en train de voir, mais moi je trouve que ce film peut promettre ça, pourrait promettre ça, c'est-à-dire voir comment des gens, vus face à cette dictature, à ces autorités, comment ils s'en sortent, comment ils font pour limiter ça. Surtout qu'encore une fois, Naïché a l'air d'être vraiment un personnage résilient. En fait. Ouais, il a une telle lumière que ça m'étonne qu'il soit dans une intention de réalisation, de dénonciation et encore le point levé, investigation et compagnie, alors qu'on a vraiment l'impression... Juste si je peux répondre à toutes ces interventions, en fait c'est le propos, c'est l'objet du film. C'est pas forcément de proposer une solution via le film en lui-même, mais c'est là d'attirer les regards sur le Zimbabwe qui n'est pas connu. Avant de m'intéresser à son premier long métrage de fiction qui a déjà été sélectionné dans beaucoup de festivals internationaux et les plus grands, c'est un pays qui n'existe pas. Donc si on arrive à faire des films sur le Zimbabwe, c'est aussi mettre en lumière la dictature et de dire, regardez, mettons la pression sur un modèle qui n'est pas viable. Mais on ne peut pas proposer de solution face à une dictature. Si ce n'est d'organiser, peut-être dans un mois, quand il y aura l'élection dictatoriale, une grosse manifestation où il y aura un bain de sang. Mais on ne peut rien faire de plus que mettre la lumière sur ce pays. Merci beaucoup pour cette présentation et bravo à vous et aux réalisateurs et bonne chance pour votre film alors. Ouais, à très bientôt, merci beaucoup. Alors tout de suite, on va inviter donc Nixon Kamau, je pense qu'on le présente comme ça, qui sera en ligne en revanche, qui sera en Zoom, accompagné des deux panélistes qui sont anglophones, donc Birgit et Peter. Donc I will switch to the English because we are going to speak English with the three persons. So we are going to welcome Nixon and Peter and Birgit to speak about AITA, who takes place in Uganda. Hello, my name is Nixon Kamau. Should I get started now? So AITA is a film by Nixon Kamau, and it's a film for change, and it tells a story that is very important for change because it tells a story of social change, social impact, and the story is directly telling the story of a young boy who is trafficked into modern slavery by traffickers, and the story is created to basically shed a light on child trafficking in Africa. So originally, the story is based in Uganda, and it sheds a light on child trafficking as an effect of climate change. So, the story tells us. The film tells a story of a boy who is trafficked for 450 miles away from the city and introduced to begging as a way of survival. Initially, the boy was born in a very improvised community of poor people in a very drought-hit area. So when traffickers went to the area, they convinced his parents to take him into child slavery in return for an exchange of food. So basically, that's what the film is all about. And we are looking forward at making this as an impactful and emotional film that will help people understand the impact of child trafficking and the effect it has on children and the people in the community. So there are very many reasons as to why we are making this film. The most important reason is to raise awareness about child trafficking in Africa, which is a prevalent occurrence and it is not given enough coverage in film. And as filmmakers, we believe that we have a duty
to tell this story using film as a medium. And we are also looking at using film as a medium to shed a light on the roots and the causes of these issues. What are the causes of these issues? We've basically we've strategically created the story to show that child trafficking in especially in Africa is of many reasons, but for this film, it is directly connected to climate change because the child was convinced, the parents of these kids were convinced to take the child because there was a plan to exchange food because there was a lot of drought during an El Nino season in the area where the drought had been going on for more than 18 months and there was no rain and they had no food. So we are also looking at creating an emotional story that will help people understand these victims because if I may say, if I would like to say, I can say you can imagine walking down a street in a busy city like Kampala or Delhi or any other busy city. You see a lot of these kids on the streets when they are begging, and most people don't get the opportunity to ask themselves, what is the cause of these people? Why are these people on the street? So like 3 years ago, I was in the city and I saw a lot of these kids begging on the street, and I was asking myself, what is the cause of these kids on the streets? Why are they on the streets? So fast forward, I had an opportunity to talk to someone who was vending on the streets and had interacted with the kids. And this was a lady who told me a very impactful story about a young boy called, I don't know if I should say his name, for the law doesn't allow me, but there was a young boy who had been trafficked from a region away from the city during a drought season, and they had convinced his parents that they were going to educate the kid and provide food to the family. And fast forward a few months later, these parents found out that it was a scam, and these were traffickers that had disguised as saviors, and they had forced the boy to beg for his survival. And the boy had been saved by this lady who was a street vendor, and I felt so impacted by the story, and it is a story that influenced the creation of the first treatment of this film, the idea of the first idea of the film. So I also believe that creating such stories is very important because it inspires resilience and it helps the victims and the people outside these areas to understand what these young kids go through. I also believe that creating awareness for such issues helps non-government organizations, helps people who have no idea of what is going on in these areas. And it is also because the story is created to help the viewer, because the film is created for cinema. It is created to help the viewer, whoever goes to the cinema, to understand what these kids go through and at least influence change, at least inspire something. It can help people do something about this problem, especially in crowded cities. This problem is so prevalent in very crowded cities, and it is one we need to address. So I believe that creating this film will help inspire change, will help present child trafficking in Africa as an after effect of climate change in a way, because the story comes up when the kid doesn't find food at home in the village and then he's trafficked into town because there was a drought. So we are trying to create that connection between climate change and the after effects. But most importantly, it will help these kids. That is the most important thing. It will help these kids to be heard, to understand, because some people believe that when they meet these kids begging on the streets and they are aggressive, sometimes people don't know the reasons as to why they act like that. When I was interacting with a lady who was walking on the street, she said, you see that there's a lot of kids on the streets, but 60% of them are here by fate. But almost over 30% of those kids are there by purpose. They are put there by people to beg, and
these people, these traffickers, at the end of the day, come and collect their remittances and use these kids again and again and again. And the way they are brought to the street is they are duped into this and they are used as beggars. And it is a very, very serious issue that we need to address. So that's why I believe that the film should be made. And I believe that I should use every opportunity that I have to tell people about this issue. But I know that film as a tool has a bigger magnitude. It can take the film to the largest audiences around the world to address this issue. Because I know that as filmmakers, it is our duty to tell these stories that affect our society and that are important to the people around us. So as a filmmaker... Nixon, thank you so much, but I think that there is just 3 minutes left, so can you just conclude and then we can ask you some questions? So you are saying as a filmmaker. Yes, as a filmmaker, I know that I have the opportunity to use this tool and tell this story. So finally, I believe that Aita as a film must be made, and I believe that it will be impactful and make change. Lastly, I would like to thank the festival for giving us this opportunity, at least to share, to let people know that this story exists, and there are more stories that need to be told, especially from Africa. Thank you so much. Thank you to you, Nixon. We have with us Birgit and Peter. Birgit from Green Film and Peter who represents. So sorry, I have forgotten Ecoflix. So hello, Peter. So Nixon proposed a film about awareness, also information. And it gives piece of information about the situation of the kids, in this area. But where is the hope in all that stories? Yes. First, let me just say, in terms of pitching this story, it would be great to have some visuals to illustrate how you would go about telling this story, and so that we have a sense of you as a filmmaker and how you would get this important story across. And I think in terms of telling, because this is a forum for environmental stories, I think it's a great idea. It's not something someone would normally think of, child trafficking and climate change. I think that part of it's fantastic. But I would like to see how you would emphasize the environmental part of it a little more for the purposes of people here. I'm with Ecoflix, and we show stories that are, have a context of the earth and saving the planet and so on. How could we tell this story in a powerful way that brought in, the global perspective as well? So I can just say, in terms of presenting it, it would be nice to see some visuals and a little more on how you would tell this as a storyteller. Thank you, Peter. And what about Birgit? Has Birgit some question to make? Hello, nice to meet you, Birgit. Yeah, hi. First of all, of course, we saw it also already in the presentations of the French projects, how much exploitation is really going on in terms of resources and people in Africa. And I think everything has to do with everything, and to put it in a bigger context and see a personal life story of a kid who is really suffering of this consequences. This is a very good approach. The problem is that often people don't want to see misery, and but there are of course ways of storytelling to say this is really a bad situation, but there's also hope. And I understand this story is inspired by real cases, but in the end there is hope. And so I'm also interested in the storytelling and the visual style, because there were films such as
Slumdog Millionaire, which attracted very a lot of people. And so these stories can be told, they can reach an audience, and hopefully also make a difference. So what is a visual concept is really a key question, and the storytelling. Thank you, Birgit. Have you guys some piece of question, advice, or what else, or something else? No? But I agreed with you, Birgit, about perhaps proposing also a systemic point of view about, you know, the link between the problems with poverty, social dérèglement climatique, climate change, and you know that how everything is implicated. All the problems, you know, are interdependent. No. Absolutely, that's the whole point, because of course people are have to escape from their region. They cannot make a living where they live anymore. If there's drought, then that's why we will have a lot of refugees also from Africa in Europe, more and more, because if people don't have a possibility to live anymore there, they have to go. And so now this is only the first level, that just children are taken to cities and exploited there as slaves and begging. And so we really have to understand that everything has to do with everything. But it's since this is always a very complex issue, it's of course a huge challenge to put it in a story that it will also appeal emotionally to people. Because if you don't grab the people, the viewers emotionally, then a feature film won't work. So I think it's also interesting to know about the background of the main actor, who has some personal experience he's bringing into the film, or how is he trained? Maybe Nixon, you can also tell us something about your background. It would be a pleasure, but we have to leave, you know, for the next table ronde. So we are about to finish. So we thank you so much for participating to that debate. Thank you to Nixon. Thank you to Peter. Thank you to you three. And do you have just one last word of conclusion? Extrêmement variés, qui sont assez représentatifs de ce que fait le festival, donc c'est assez super parce qu'on ne se cantonne pas juste à un sujet, et même on voit les interactions entre les sujets. Je trouve qu'effectivement, sans redire ce qu'on vient de dire, entre ce qui peut arriver à un petit enfant et puis les dérèglements climatiques, voilà, on a des très bons exemples et des très beaux projets. Et sur l'interconnexion des problèmes et peut-être aussi celle des solutions. Oui, c'est ça. C'est des parcours de vie qu'on vient de rencontrer. Voilà. C'est ça que je retiens surtout. Et qu'à partir de là, ben oui, avoir cette envie de garder une trace, de vouloir faire un film pour. Exactement. Ça, c'est une dynamique qui est intéressante aussi. Donc, parcours de vie. Et Raphaël ? Et moi, c'est un point de vue de producteur que je vais donner, ne pas perdre le marché de vue. C'est-à-dire que si on veut, ça s'appelle Cinema for Change, ou Film for Change, si on veut créer de l'impact, il faut qu'un maximum de gens le voient, sinon on fait de l'impact avec pas grand monde. Et donc vraiment garder en tête de créer des contenus qui soient qui aient au moins une ambition grand public. Je pense que c'est important. Qui soit storytellé et effectivement peut-être un peu moins de niche, quoi. Bon, et que c'est un grand débat et voilà, sur lequel j'aurai plaisir à débattre avec vous. Thank you so much, Birgit. Thank you, Peter. Thank you, Nixon. And see you for the next steps of the festival. Merci beaucoup à tous.
Bye.